Blaise Compaoré reçoit les hommages des organisateurs du forum Crans Montana au Maroc. Le chef de l'État burkinabé a été présenté comme un faiseur de paix dont le monde des affaires a besoin. Vers l'accroissement de la production d'eau potable pour les habitants de la capitale burkinabé, l'ONEA compte investir plus de 104 milliards de francs CFA dans le projet Ziga 2 pour satisfaire les besoins de consommation des ménages. Et puis nous aurons deux invités sur ce plateau. Il s'agit de M. Achille Marie-Joseph Tabsoba, secrétaire à la communication du CDP, qui nous parlera du grand meeting du CDP qui se tient ce soir même au stade du 4 août. L'environnement sera au cœur de notre deuxième entretien avec M. Moumini Savadogo, chef du programme UICN Burkina. Avec lui, nous allons parler du 3e congrès symposium sur la nature organisé à Ouagadougou par l'Union internationale pour la conservation de la nature et la Fondation Naturama. Voilà donc pour le menu de ce journal. Bonjour à tous et merci de nous être fidèles. Le président du Faso, accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires burkinabés, participe aux travaux du forum Crans Montana qui se déroule au Maroc. Les efforts de Blaise Compaoré dans la recherche de la paix et de la stabilité en Afrique ont été salués par les initiateurs du forum. Le chef de l'État burkinabé a été présenté comme un homme de paix dont le monde économique a besoin pour prospérer. Le reportage est de Simon Gongo. L'ambassadeur Jean-Paul Carteron, président fondateur du Crans Montana Forum, a une idée en tête. Profiter de l'expérience du président du Faso dans les médiations pour véhiculer ses idées de coopération sud-sud. Désigné hôte d'honneur du 25e anniversaire, il est venu d'abord hier, juste après son arrivée, lui dire tout le bonheur qu'il éprouve de l'avoir avec lui. Aujourd'hui, le forum considère que l'Afrique de l'Ouest est en danger de mort, que sur le plan économique, sur le plan de la stabilité politique, et aujourd'hui par rapport aux menaces terroristes qui ont lieu dans certains pays, nous considérons que l'Afrique de l'Ouest est sur le point de basculer. Et nous avons invité le président Compaoré parce que le président Compaoré apparaît aujourd'hui comme une référence extrêmement forte et décisive en matière de stabilité régionale. Il est très important que le président Compaoré continue cette mission qu'il accomplit depuis longtemps et qui est une mission de stabilisation. Carteron dit être sûr d'une chose. Pour parler de croissance, il faut d'abord la paix. Et cette paix passe par les médiations du président Compaoré. En plein discours, il s'est arrêté pour lui adresser ces mots. Monsieur le Président du Burkina Faso, l'Afrique et le monde ont besoin de vous. Je tiens à le dire parce que nous fréquentons les couloirs et les avenues de l'Afrique depuis 25 ans. Et nous avons vu ce qui se passe en Afrique. Et j'affirme aujourd'hui que le monde et l'Afrique ont besoin de vous. Et je tiens à vous remercier de servir la cause de la paix. Pour Carteron, seuls dans ces climats de paix naîtront le progrès social, l'égalité et les états de droit. Et en marge de ce forum, le président du Faso a reçu des personnalités politiques et des patrons d'entreprises. Avec la délégation de l'Union européenne, les échanges ont porté sur la situation au Mali. L'économie et les investissements au Burkina Faso étaient au centre de l'entretien entre Blaise Compaoré, les hommes d'affaires russes et marocains. Simon Gongo pour Le Point. Rabat, le président du Faso, reçoit des chefs d'entreprise mais aussi politiques. Ce responsable de l'Union européenne est venu échanger avec lui sur la situation au Mali. Il a indiqué qu'il a l'intention de jouer un rôle très actif et pour accélérer la préparation de ces négociations en partenariat, en liaison avec la communauté internationale, y compris Nations Unies, Union africaine, Union européenne. Après lui, il y a eu le PDG de Maroc Télécom qui compte investir au Burkina après avoir cédé Lonatel. Comme partenaire marocain, la Banque populaire propriétaire de l'Atlantic Bank veut faire
dans la microfinance. La microfinance. Donc nous avons demandé à ce qu'une institution de microfinance puisse être ouverte au niveau du Burkina Faso et qui soit évidemment installée suivant les normes et les standards qui sont ceux du groupe. Et nous avons également précisé que le groupe est présent dans un certain nombre de métiers de la finance, notamment les banques d'affaires, tout ça, et que nous pouvons jouer le rôle de conseil pour tous les projets d'infrastructure et de développement du Burkina Faso. Le président du Faso a reçu aussi des chefs d'entreprise russes qui prospectent le terrain des télécommunications. La CENI poursuit sa visite des différentes communautés religieuses et coutumières. Hier, le président de l'institution et ses collaborateurs ont été reçus par le Moro Naba et la communauté musulmane. La réussite de l'opération biométrique d'enrôlement pour les élections présidentielles de 2015 était au centre de ces visites. Le point avec Evelyne Dabiré. C'est d'abord chez le Moro Naba que le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante et la délégation qui l'accompagne ont fait une première halte, puis une seconde chez les chefs religieux de la communauté musulmane. Et chez ces chefs coutumiers et religieux, Maître Barthélemy Kéré a d'abord fait le bilan de la mise à niveau du fichier électoral, un bilan jugé quelque peu positif. D'où ces visites de la CENI pour demander le concours des chefs coutumiers et religieux afin de mieux faire pour les enrôlements en cours. Nous avons demandé à Sa Majesté et à sa cour leur concours pour inciter le maximum de citoyens à sortir s'enrôler. Et nous avons aussi fait part à Sa Majesté de notre projet d'entamer bientôt le projet d'enrôlement des Burkinabés vivant à l'étranger, dans le cadre toujours du renforcement du fichier électoral. Si le Moro Naba et tous les autres mandants traditionnels de la CENI peuvent apporter leur concours en sensibilisant déjà nos ressortissants vivant à l'étranger pour qu'ils s'impliquent déjà dans la mise en place de ces démembrements et ensuite pour qu'ils nous accompagnent dans la mobilisation des Burkinabés à se faire enrôler dans les pays de leur résidence, ça va nous être d'un bon secours. Et en réponse à ces requêtes, les deux autres ont donné des avis favorables. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas l'âge de voter, mais qui l'auront au moment des votes. J'exhorte toutes ces personnes à aller s'inscrire sur les listes électorales pour choisir leur candidat au moment des élections. Et nous allons sensibiliser davantage les fidèles musulmans dans nos lieux de culte et dans les lieux de rassemblement pour qu'ils participent massivement et en grand nombre et à l'inscription de l'enrôlement biométrique et afin qu'ils puissent aussi participer comme citoyens burkinabés, comme les autres citoyens et aux élections à venir. Les enrôlements dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou ont débuté le 17 juin et prendront fin le 30 juin. Première page entretien de ce journal et nous recevons pour vous Monsieur donc Achille Marie-Joseph Tapsoba, secrétaire à la communication du CDP. Donc avec lui, il sera question donc du grand meeting que le CDP compte organiser ce soir même au stade du 4 août. Bonjour Monsieur Tapsoba. Bonjour. Vous venez donc de suivre avec nous cet élément sur la visite de la CENI chez le Moro Naba et la communauté musulmane en tant qu'acteur de la scène politique. Comment vous appréciez donc cette démarche de la CENI? C'est une démarche très nécessaire. Quand on sait que la Constitution confère la responsabilité aux partis politiques de susciter le suffrage par la sensibilisation et l'explication de l'importance du vote auprès des citoyens. Et je pense que le président de la CENI a compris qu'en plus de ces personnalités politiques, de ces cadres politiques que constituent les partis politiques, il y a la nécessité d'impliquer des personnalités morales et sociales dont le travail de sensibilisation porte aussi loin que les partis politiques. Et je pense que l'un dans l'autre, nous pouvons dire que la plupart des citoyens pourront être touchés, sensibilisés et peut-être engagés pour les élections à venir.
D'accord. Alors le CDP organise ce soir même au stade du 4 août un grand meeting. Alors quel sera le message qui sera donné au cours de ce grand rassemblement et qu'est-ce qui sera fait concrètement ce soir au stade du 4 août? Effectivement, le CDP organise un grand meeting sur le thème de l'engagement au référendum et à la paix. Et vous savez très bien que face à la situation nationale, et le débat politique se mène à travers la question de la limitation ou non des mandats présidentiels, à travers donc des questions politiques liées à la conquête et la conservation du pouvoir politique. Aujourd'hui, il est plus qu'important que l'on puisse engager des solutions qui soient des solutions constitutionnelles, des solutions républicaines à cette question qui en fait concerne tous les Burkinabés. Nous voyons que la classe politique est dirigée sur la question, divisée sur la question. Nous voyons également que beaucoup de milieux sociaux sont également engagés à vouloir résoudre la question. Il est important pour nous, le CDP, de recourir à une solution qui allie à la fois la souveraineté du peuple et la paix sociale. Et c'est dans ce sens que notre parti choisit pour le référendum et choisit la voie du référendum qui est juste, bien sûr, une consultation directe du peuple pour trancher cette question et permettre aux politiques et aux partenaires sociaux de pouvoir engager la suite des actions politiques nationales avec beaucoup de quiétude et beaucoup de sérénité. C'est le message que nous allons porter ce soir, et un engagement pour le référendum, solution constitutionnelle, solution légale, solution de paix et solution qui évitera bien au Burkina Faso des affrontements inutiles et des fissures sur le tissu social. Nous pensons être bien entendus, nous pensons être très bien compris et c'est pour cela l'adhésion populaire à ce meeting sera pour nous un indicateur de justesse de cette position. Et je pense, et au-delà des indicateurs de masse, qu'il y a bien sûr la nécessité toujours d'avoir aux problèmes républicains des solutions républicaines, aux problèmes démocratiques des solutions démocratiques. Et c'est dans ce sens que notre meeting se veut être un meeting pour l'engagement, pour le référendum et pour la paix. Et nous, l'engagement pour le référendum, c'est en vue de permettre une autorisation souveraine du peuple pour modifier donc l'article 37, comme je le disais au début, en vue de permettre une plus grande ouverture pour la participation des Burkinabés au vote présidentiel, aux élections présidentielles de 2015. D'accord. Alors le stade du 4 août, c'est une première pour le CDP. Est-ce donc une réponse au rassemblement organisé par l'opposition politique? Non, nous avons des formes de mobilisation qui sont prévues dans notre programme d'action. En tant que parti au pouvoir, nous avons prévu beaucoup d'activités qui vont de l'activité de proximité avec les populations que nous avons organisée tout récemment en faisant des sorties de la direction politique nationale vers les militants du CDP et la population dans les 370 communes du Burkina Faso. Nous avons également des activités de grands rassemblements tels que le meeting de Bobo avec le Front républicain. Et cette fois-ci, c'est une activité de rassemblement pour faire passer le message autant que faire se peut dans une large écoute, dans une plus large écoute que les petits regroupements. Et c'est dans ce sens que ce meeting est organisé. Ce n'est pour répondre à personne et ce n'est pour défier personne. C'est pour montrer que nos points de vue sont des points de vue démocratiques et nous voulons que ça soit perçu comme tel. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il vaut mieux pour nous associer les populations à notre façon de voir. C'est donc un meeting d'engagement pour recourir effectivement à ce verdict populaire. J'allais dire donc notre engagement à recourir à l'arbitrage du peuple à travers le suffrage universel direct que constitue le référendum. D'accord. Alors, est-ce que donc toutes les mesures sécuritaires ont été prises donc pour éviter des débordements? Est-ce que vous pouvez également nous faire le point de l'organisation à l'heure actuelle? Il est clair que nous avons pris des mesures en matière de sécurité et sécuriser donc les participants au meeting et sécuriser les environs du stade du 4 août, puisque c'est au stade du 4 août que ce meeting se tiendra. Nous avons également organisé les arrivées et l'installation au stade du 4 août en fonction des catégories de structures et d'organisations qui seront là. Nous pensons que cela se passera donc dans l'ordre de la discipline et que nous pourrons avec sérénité traduire nos messages de paix et nos messages donc pour la consolidation de la démocratie
et la défense de la Constitution. Alors, un appel donc à lancer à l'endroit de vos militants? Nous continuons de lancer un appel aux militants pour venir au stade, pour également inviter les autres membres de la population, les acteurs sociaux à participer à ce grand meeting. C'est un meeting qui est très important pour nous dans la mesure où nous voudrions lancer nos positions politiques majeures et également recueillir le soutien politique de la population. Et c'est pour cela que nous invitons les militants à s'y rendre dès maintenant. Et pour avoir la place, il faut s'y prendre tôt. Et nous les invitons également à participer activement à la mobilisation des autres acteurs sociaux. Nous les invitons également à participer au respect de l'ordre de la discipline pour que nous puissions tenir une rencontre digne de ce nom. Donc, merci donc Monsieur Achille Joseph Marie Tabsoba, donc secrétaire à la communication du CDP. Avec lui, nous avions parlé donc du grand meeting de ce soir organisé par le CDP. Suite donc de ce journal, l'ONEA entend augmenter le taux de décès de la ville de Ouagadougou. Le projet Ziga 2 qui sera lancé au cours de cette année permettra de renforcer la capacité de production, de stockage et de distribution de l'ONEA. Ce grand projet d'un coût de plus de 104 milliards de francs CFA a été présenté hier à la presse. Des précisions avec Yolande Lompo. Après la 6e réunion du comité de supervision des activités de l'ONEA, le premier responsable de cette structure et son staff ont animé un point de presse afin de faire le bilan et présenter les résultats ainsi que les chiffres clés en matière de production et de taux de décès. Malgré ces contraintes dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable, l'ONEA entend poursuivre l'opération promotionnelle de branchements sociaux et est fière de son nouveau mode de paiement qui simplifie la vie à plus de 21 000 abonnés. Ouagadougou et ses environs vont connaître un déficit de production sur la période 2014-2016 et un programme d'urgence sera mis en œuvre pour augmenter la production. Grâce aux installations qui seront effectuées à travers le projet Ziga 2, dont le démarrage des travaux est prévu pour 2015, cette société qui emploie plus de 900 agents pourra maximiser sa production et maintenir la continuité jusqu'en 2030. Au niveau de la ville de Ouagadougou, nous sommes au-delà de 90% d'accès. Et l'ambition avec Ziga 2, c'est de faire progresser le taux d'accès au-delà de 98%. Donc Ziga 2 va consister à réaliser une station de traitement de capacité égale à la capacité actuellement installée à Ziga, donc 4500 m3/h. Nous allons également poser une conduite jusqu'au réservoir de Boutenga de plus de 1400 mètres de diamètre, donc plus important que la première conduite. La mise en service des installations de Ziga 2 est prévue pour 2017 et le coût total du projet est de 104 milliards de francs CFA. L'entreprise fait également de l'assainissement des eaux usées et excrétales l'une de ses priorités et travaille en étroite collaboration avec les communes. Les communes rurales de Béré et de Bindé dans les zones Ouégo sont enclavées depuis le 19 juin dernier. Le déversoir du barrage de la localité qui servait à la fois donc de pont a cédé. La cause, la pluie qui s'est abattue sur ces communes le 19 juin dernier. Au-delà de la route qu'il faille reconstruire, c'est un coup dur pour les producteurs car le barrage ne pourra plus recevoir assez d'eau pour la production. Le constat avec Oswald Gaëtan Segda. Des dalles affaissées, un déversoir désagrégé, un ouvrage en lambeaux, c'est le constat que l'on pouvait faire ce 20 juin sur la retenue d'eau de Béré dans la province de Zone Ouégo. Suite à la pluie de la veille, la structure a cédé, bloquant le passage. Difficile alors de relier Béré à Bindé, les deux communes voisines. Une déviation devient urgente. C'est un passage important qui aujourd'hui est coupé et les populations ont vraiment des difficultés pour traverser cette brèche-là. Dans l'immédiat, ce que nous pouvons faire, c'est de voir comment trouver une déviation pour permettre à la circulation de se rétablir. À la suite de la déviation, il faut envisager une consolidation de la structure afin de préserver les 550 000 m3 d'eau de la retenue.
Si l'ouvrage cède, tout ce que nous avons comme retenue d'eau, en tout cas, est perdu. Alors en termes d'importance de l'eau pour les populations du Burkina, je crois que ce qu'il a dit, ça va constituer une très grande perte donc, pour la population. Le ministère de l'eau a de ce fait dépêché une équipe venue constater et faire le point. En vue d'une réaction assez rapide, on va essayer de voir ensemble avec l'ensemble des techniciens pour voir ce qui peut être fait rapidement pour pouvoir sauver l'essentiel. Construit en 1990, affaibli par les pluies diluviennes de septembre 2009, l'ouvrage qui était en phase terminale de dégradation a fini par céder le 19 juin 2014, relançant ainsi la question de l'entretien des ouvrages d'art. Deuxième entretien de ce journal, nous recevons pour vous M. Moumini Savadogo, chef du programme UICN Burkina Faso, donc pour parler du 3e congrès symposium de la nature qui s'est tenu donc du 17 au 19 juin à Ouagadougou. Bonjour M. Savadogo. Bonjour. Vous venez donc de suivre un élément sur l'effondrement donc de la digue d'un barrage. C'est lié à l'environnement et en tant qu'acteur du domaine. Alors, quel commentaire vous inspire donc cette situation? Merci beaucoup. Effectivement, j'ai bien suivi l'élément et nous pouvons déplorer effectivement ces cas, mais nous devons aussi reconnaître qu'avec la variabilité des changements climatiques, nous avons un certain nombre d'incertitudes, mais aussi d'augmentation des rythmes d'inondations, sécheresse, de sorte que je pense que nous devons simplement tirer les leçons et voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer les normes de construction des infrastructures hydrauliques de manière donc à anticiper et à prévenir de telles situations. D'accord. Alors, je le disais tout à l'heure, donc vous avez organisé du 17 au 19 juin à Ouagadougou, donc le 3e congrès symposium de la nature. Donc, alors, est-ce que déjà vous pouvez nous dire la philosophie qui sous-tend l'organisation de ces congrès de la nature depuis le premier qui a eu lieu donc en 1995? Je vous remercie. Il faut noter que le congrès de la nature au Burkina Faso est une initiative à la base de la Fondation Naturama qui a inscrit dans ses textes statutaires donc l'organisation périodique du Congrès de la nature pour convier ses membres à réfléchir et à faire des propositions concrètes pour voir comment est-ce que la société civile pouvait contribuer au mieux à améliorer donc la conservation de la nature au Burkina. Donc, comme vous l'avez dit, depuis 1995, nous sommes à la 3e édition. Et la particularité de cette édition, c'est que Naturama est membre de l'UICN. Nous sommes tous dans le même réseau. Et nous avons choisi ensemble d'organiser ce congrès en y ajoutant une touche particulière qui est de réfléchir également sur la base d'informations scientifiques sous forme de symposium sur certaines questions clés, notamment l'économie verte, l'adaptation au changement climatique et le développement durable au Burkina Faso. Donc la particularité, c'est simplement que nous avons voulu ensemble organiser cela en tant que même famille de la conservation de la nature et faire en sorte qu'il y ait des réflexions approfondies en apportant des communications scientifiques et également des personnes ressources capables d'animer de manière scientifique ces débats-là. D'accord. Alors les échanges donc ont porté sur économie verte, adaptation au changement climatique et développement durable au Burkina Faso. Qu'est-ce qui a motivé donc le choix de ce thème? Comme vous le savez, le Burkina Faso a adopté une politique nationale de développement durable. Et donc il était de bon ton que nous puissions offrir un espace de dialogue et de réflexion pour que les différents acteurs puissent contribuer de manière effective à l'opérationnalisation de cette politique. Et donc, nos réflexions s'inscrivent dans ce cadre. Et vous savez qu'au niveau international également, nous sommes dans un processus aujourd'hui de réflexion autour de la promotion de l'économie verte, qui est un moyen d'accélérer en réalité le développement durable. Et nous sommes aussi dans un contexte de changement climatique. Et c'est pour cela que nous avons voulu insister sur ces 3 aspects, économie verte, adaptation au changement climatique et développement durable, sachant que les 2 premiers, c'est-à-dire l'économie verte et l'adaptation, contribuent au développement durable. Et donc voilà donc un peu pourquoi ce congrès a été organisé.
D'accord. Justement, est-ce qu'on peut parler d'économie verte au Burkina Faso aujourd'hui quand on sait que les activités de production des 2 premiers produits d'exportation du Burkina Faso, à savoir l'or et le coton, ont des conséquences sur l'environnement? Merci beaucoup. Ça justifie justement le fait que nous organisions ce symposium. Et à ce symposium, ce congrès symposium, les congressistes se sont vraiment préoccupés des questions environnementales liées au secteur minier. Et à ce titre, ont pris des résolutions, un ensemble de pistes d'action, résolutions parmi lesquelles la plus importante, c'est que la société civile voudrait renforcer ses propres capacités, élargir son tissu organisationnel, de manière à pouvoir apporter sa pierre à l'amélioration et à la résolution des problématiques qui émergent de ce secteur minier. Vous savez que pour un pays comme le Burkina, le secteur minier aujourd'hui est une opportunité de promotion de notre développement. Mais nous voulons simplement attirer l'attention sur le fait que nous avons besoin d'un développement économique sain sur le plan environnemental. Et donc, de ce point de vue, c'est une préoccupation majeure et nous en appelons à l'ensemble des acteurs impliqués pour qu'il y ait plus de respect de la responsabilité sociétale et environnementale dans le secteur minier. D'accord. Alors donc au cours de ce congrès, vous avez donc effectué des sorties sur le terrain. Quel constat des sorties qui étaient organisées en collaboration avec des scientifiques, des chercheurs, des universitaires et des acteurs également du domaine de l'environnement. Alors quel constat vous avez pu faire sur le terrain en ce qui concerne la gestion forestière et les changements climatiques? Il faut noter que ces sorties ont permis déjà de partager les expériences. Parce que, figurez-vous, il y a certains participants à ces congrès n'avaient pas encore eu l'opportunité de visiter et d'échanger avec les promoteurs de ces initiatives locales que nous avons visitées. Donc c'était déjà une plateforme, un lieu où ils pouvaient interagir directement avec ces promoteurs. Deuxièmement, ça nous a permis de nous rendre compte qu'il y a des initiatives qui sont promoteuses et qui méritent d'être connues, d'être capitalisées, d'être valorisées pour permettre d'accélérer leur appropriation au niveau national. Lesquelles, par exemple? Et c'est extrêmement important. Je vous donne donc un exemple des fermes écologiques que nous avons pu visiter à Bingo, qui sont des fermes qui ont été mises en place par ces communautés avec l'accompagnement, bien sûr, de leurs partenaires. Et ces fermes permettent à la fois, non seulement de préserver la ressource, de produire en accroissant les rendements, et également de diversifier la production et les sources de revenus. Et ça, ce sont des exemples justement que nous voulons promouvoir, faire en sorte que nous ayons un développement économique qui également se préoccupe de la préservation du capital naturel. C'est ça la base de la production et du développement. Donc ça, c'est un exemple. Nous avons également visité les efforts menés donc par Diamond Cement au niveau des industries extractives. Et à ce niveau, nous avons constaté qu'il y a des efforts qui sont faits pour atténuer les impacts des pollutions générées par cette exploitation. Mais nous avons également prodigué un certain nombre de conseils, un certain nombre d'observations à viser pour leur permettre également de dire, bon, ce qui est fait jusqu'ici est bien, mais je crois qu'on a besoin encore de mettre beaucoup plus d'efforts pour améliorer la situation. Voilà, donc c'est des constats, des partages d'expérience et des propositions d'action. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, vous en aviez parlé un peu plus haut, mais est-ce qu'on peut revenir sur les grandes conclusions et les grandes recommandations qui ont sanctionné les travaux de ce 3e congrès symposium sur la nature? En effet, ce 3e congrès symposium sur la nature a été fort riche en enseignements, fort riche en expériences réussies. Et donc, en termes de résultats, les participants ont formulé un certain nombre de recommandations et de résolutions. Au titre des recommandations, nous pouvons retenir essentiellement une recommandation a été formulée spécifiquement à l'endroit de l'UICN. Nous parlions des industries extractives du secteur minier et ce qui est recommandé à l'UICN, c'est de travailler à la mise en place d'un panel d'experts indépendants qui vont aider à réfléchir et à donner leur avis en collaboration bien sûr avec le ministère en charge de l'environnement et du développement durable, sur l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion
qui sont élaborés à la suite des études d'impact sur l'environnement au niveau du secteur minier. Et ça, nous pensons que c'est extrêmement important. Ensuite, un certain nombre de recommandations ont été faites à l'endroit du gouvernement et ses partenaires. Parmi ces recommandations, je vous parlais tantôt de l'expérience réussie. Il serait bon qu'au niveau national, le gouvernement coordonne la capitalisation de l'ensemble de ces expériences réussies, des bonnes pratiques qui sont avérées dans le domaine de la gouvernance des ressources naturelles, dans le domaine de la résilience des communautés et dans le domaine de l'économie verte. Cela aura l'avantage non seulement de pouvoir les évaluer correctement, donc évaluer les initiatives passées et faire en sorte que nous puissions accélérer leur appropriation, comme je l'avais dit tantôt, au niveau national, donc leur mise à échelle. L'autre recommandation, qui est aussi extrêmement importante, c'est que les congressistes ont estimé qu'à l'image des télécommunications, de ce qui s'est fait au niveau des télécommunications, la question minière et les problématiques environnementales qui y sont liées est extrêmement importante au niveau du Burkina. Et pour son développement économique, comme je vous le disais, pour que ce développement économique soit sain, il serait bien que le gouvernement mette en place une cellule nationale de réflexion autour de la mise en place d'une autorité de régulation du secteur minier qui permettra justement de pouvoir voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons atténuer au maximum les effets néfastes du secteur minier sur notre environnement. Et enfin, la troisième recommandation de l'endroit du gouvernement et ses partenaires, c'est de faire en sorte que le processus de décentralisation qui a été engagé, qui consiste au transfert des responsabilités et des ressources aux collectivités territoriales, que ce soit les communes, que ce soit les régions, dans les différents domaines. Mais ici, le cas particulier de l'environnement des ressources naturelles, nous pensons qu'il est temps, au regard des expériences positives que nous avons vues sur le terrain, il est bon que le gouvernement voit dans quelle mesure accélérer le processus de transfert de ces responsabilités de ressources avec des textes d'application du Code général de collectivité territoriale. Et enfin, il faut noter que nous avons également résolu, et donc les congressistes ont mis en place un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations et des résolutions du Congrès. D'accord. Alors justement, quel sera le travail donc de ce comité pour ne pas que ces recommandations qui sont vraiment justes ne dorment dans les tiroirs? En effet, pour ce comité, je pense qu'il y a trois tâches essentielles pour ce comité. La première tâche, c'est de faire en sorte que les recommandations soient transmises à qui de droit. Il faut que ça parvienne là où ça doit parvenir. La deuxième tâche pour ce comité, c'est de faire en sorte, c'est de se tenir disponible pour contribuer à la réflexion qui est engagée pour la mise en œuvre de ces recommandations. C'est-à-dire que lorsque l'initiative est prise au niveau gouvernemental, ses partenaires, d'engager le processus, que ce comité puisse apporter son regard, ses explications pour permettre une bonne compréhension de les motivations qui sont derrière ces recommandations-là. Et enfin, troisièmement, ce comité devrait rendre compte périodiquement de l'avancée de la mise en œuvre de ces recommandations aux différents acteurs qui ont participé à ce congrès. Et puis finalement, bien sûr, un bilan sera fait au prochain congrès de la nature sur la mise en œuvre de ces recommandations. D'accord. Merci bien donc Monsieur Moumini Savadogo d'être passé sur ce plateau pour nous parler donc du troisième congrès symposium sur la nature donc qui s'est achevé à Ouagadougou le 19 juin dernier. Vous restez avec nous sur ce plateau donc pour la suite du journal. L'ambassade du Royaume de Danemark a choisi donc de s'orienter vers le solaire. Elle vient d'installer sur son toit des plaques solaires d'une capacité de 18 kWh. Donc, cette installation s'inscrit dans le cadre de la politique de promotion des énergies renouvelables du gouvernement danois. Le reportage est de Bachirou Doussa et Bouma Ernest Nebié. L'énergie solaire produite au Burkina Faso est en moyenne de 5,5 kW par mètre carré et par jour. Fort de cet avantage, l'ambassade royale du Danemark a décidé d'installer une centrale solaire d'une capacité de 18 kW au-dessus de son toit, lui permettant ainsi de réduire le coût de sa facture d'électricité. Cette centrale solaire va contribuer à 24% de la consommation de l'ambassade estimée à près de 130 000 kWh par an. Le coût global
et 36 millions de francs de CFA. Mais ça veut dire que nous avons une économie chaque année de 4,5 millions de francs CFA. Ça veut dire que nous pouvons réduire notre consommation d'électricité. Et selon les responsables techniques de la réalisation de cette centrale solaire, c'est un investissement bénéfique au regard de ses capacités. C'est une technologie relativement récente que nous appliquons aujourd'hui au Burkina parce que nous avons beaucoup de soleil et il est temps qu'on y aille. Donc elle permettra à l'ambassade de faire des économies et en cas de non-utilisation de cette énergie, elle va aller dans le réseau public pour renforcer donc les capacités de la Sonabel. Qualifiée d'ambassade verte à cette occasion par le ministère des Mines et de l'Énergie, l'installation de cette centrale solaire s'inscrit dans la politique du gouvernement danois qui veut qu'en 2020, la contribution de l'énergie renouvelable dépasse les 50% de l'énergie consommée. Plusieurs centaines de litres de carburant vendus illicitement dans les rues de Ouagadougou ont été saisis. Cette opération du ministère en charge du commerce vise à lutter contre la concurrence déloyale dans ce domaine. Le reportage est de Ziediara et Bouma Ernest Nebier. Les agents de contrôle du ministère en charge du commerce ici à l'œuvre. Ce carburant saisi est frauduleux. L'importation, le stockage et la distribution des produits pétroliers, alors c'est les choses qui sont réglementées par les tests. Alors donc toute activité qui sort de cette réglementation-là est illicite et doit être en tout cas réprimée. Et donc nous sommes sortis ce matin pour ramasser en tout cas les produits qui ne respectent pas en tout cas la réglementation en vigueur. Et vous savez que les produits inflammables sont très dangereux. Dangereux pour ceux-mêmes qui les manipulent, dangereux pour l'entourage. Et donc pour éviter qu'il y ait des dégâts à l'avenir, il faut déjà s'y prendre aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons entamé cette activité-là qui nous permettra de prévenir des dégâts antérieurs. Selon l'équipe de contrôle, les opérations de contrôle ont permis de faire reculer un peu le phénomène de la fraude dans le domaine de la vente des hydrocarbures au Burkina. Et l'ambition du ministère du Commerce est de venir à bout du phénomène. Par rapport aux activités que nous avons menées avant, alors nous pouvons dire que aujourd'hui nous avons saisi moins de produits. Alors quand si nous voulons l'interpréter, nous dirons que quand même le phénomène a reculé. Nous pourrons dire que le phénomène a reculé. Mais il ne faut pas s'engager si tôt parce que, bon, il se pourrait que les vendeurs aient trouvé une autre stratégie en réduisant les stocks qu'ils mettent au bord de la voie. Donc il faut être prudent dans l'interprétation de ces résultats-là. Mais nous pensons que quand même, les actions que nous avons menées antérieurement ont quand même porté fruit. Et pour réussir la lutte, le ministère n'entend pas baisser les bras. Les contrôles se feront désormais permanemment. Voilà, c'est sportivement que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.